Bonjour à tous. Alors, je viens vous faire un petit retour de lecture sur ce livre de ça commence bien, de Diana Filipova, de l'inconvénient d'être russe. Bon, donc j'avais choisi ce livre à la bibliothèque parce que le titre m'intriguait, mais je ne regrette pas. Franchement, c'est un livre très intéressant. On apprend beaucoup notamment sur aussi la culture, la culture russe. Bon, bien sûr, ça parle aussi de l'histoire, de la politique, de la guerre, mais ça parle aussi beaucoup de culture, beaucoup de littérature. C'est une Française d'origine russe qui parle de la difficulté de sa difficulté à s'intégrer en France, en tout cas quand elle était petite, de cette différence de culture. Voilà, elle est assez objective, hein, elle ne dit pas que tout est rose en France. Non, non, elle dit vraiment ce qu'elle a subi. Elle a fait face à des discriminations. Elle a rencontré, bah, bien sûr, des gens intéressants, mais aussi des gens qui étaient durs avec elle. Donc, elle explique un peu tout ça. Bon, moi, j'ai choisi un extrait, pas un extrait qui va parler de politique ou quoi que ce soit. J'ai choisi un extrait qui parle un petit peu de la culture de la langue russe. Ce que j'aime bien dans son livre, à chaque fois, à chaque chapitre, elle cite euh, un auteur russe. Vous voyez, par exemple, là, elle cite Nicolas Gogol dans le Révisor. Vous voyez, par exemple, elle cite. Et elle dit, ne t'en prends pas au miroir si t'as la gueule de travers. Donc ça, c'est de Gogol, c'est assez drôle. Les Chinois m'ont parlé d'une citation similaire aussi. Une citation très drôle. Et puis, donc, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme autres auteurs qui sont cités? Il y a les auteurs russes, mais bon, il n'y a pas que des auteurs russes, mais Vladimir Mayakovsky dans L'Adieu en 1925. Et là, en ce moment, il y a un livre sur Vladimir Mayakovsky qui est sorti en France, qui a priori est un bon livre. Ensuite, voilà, elle cite plein d'auteurs, pas seulement des auteurs russes, bon, bien sûr, Pouchkine, etc., etc. D'autres auteurs, j'ai essayé de trouver pour pas oublier. Maria Stepanova aussi, en mémoire de la mémoire. Gogol, je l'ai déjà dit. Bon, bref, voilà. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses sur la culture, sur la langue. Voilà, je vous propose de lire un extrait qui parle justement de cette langue. Donc, c'est à la page 125 et peut-être que ça vous donnera envie de lire ce livre. Et puis, en plus, il y a quelques mots russes qu'on peut apprendre au passage. Allez, je commence. Dans la bibliothèque de mes enfants, ils occupent un demi-rayon. Alors, on parle des livres russes pour enfants, hein. Elle parle de ça. Donc, dans la bibliothèque de mes enfants, les livres, hein, ils occupent un demi-rayon. Leur lecture est le domaine réservé de mes parents. Je ne leur en lis jamais, sauf un. Rouslan et Lyudmila. Alexandre Pouchkine a écrit ce conte en 1820. Depuis cette date, chaque écolier de Russie et d'URSS en a appris par cœur au moins quelques vers. Si les écrivains russes sont sortis du manteau de Gogol, l'enfant pénètre dans la littérature russe par le tunnel creusé dans le tronc de l'immense chêne vert où le conduit le facétieux chat lettré. Je traduis ci-dessous les deux strophes qui en ouvrent le prologue. Donc, elle parle de ce conte qui s'appelle Rouslan et Ludmila, qu'a priori tous les enfants russes connaissent.
de Pouchkine et qui parle du chat lettré et d'un chêne vert, un chêne oak. C'est un arbre, un grand arbre avec qui fait des glands, qui fait des glands, le chêne vert. Alors voilà, donc là, elle a traduit quelques strophes qui viennent de ce conte, a priori, Ruslan et Ludmila. Et du Lukomori, donc Lukomori, c'est un endroit imaginaire, hein, dans la mythologie slave. Près du Lukomori, un chêne vert et orne ce chêne des fers d'or. Jour comme nuit, sur les anneaux des fers, le chat lettré en longe le bord. Un pas à droite et le chant monte. Un pas à gauche, une fable il conte. Là-bas s'étend le chant des merveilles. Le Lietchi rôde, Roussalka veille. Donc, le Lietchi, je pense que c'est un personnage aussi imaginaire. Le chat lettré fascinait tant mon fils qu'il se jetait sur le livre pour en admirer les grosses bottes marron à fer d'or. Le chapeau de feutre à large bord, le regard mi-rieur, mi-caustique qu'il partage avec le chat du Chase Ayer. Bon, ça, le chat du Chase Ayer, c'est dans Alice au pays des merveilles. Donc là, c'est le Royaume-Uni. Ok, donc elle compare les deux chats, d'accord. Et moi, 30 ans après l'avoir récité pour la première fois, je me trouvais en proie à une émotion neuve. Mais ce n'est pas un poème, c'est tout un programme, une instruction dévoilée dans les vers qui clôturent le prologue. Ici, sur l'or, le tsar Kochai se meurt. C'est l'esprit russe, le slave, sa fleur. Moi j'y étais, le miel je bus. Près de la mer, contre le fût de chêne vert, je m'étendais. Le chat, ses fables me contait. Ok, je vais essayer de le refaire d'une manière un peu plus fluide. Ici, sur l'or, le tsar Koschei se meurt. C'est l'esprit russe, le slave, sa fleur. Moi j'y étais, le miel je bus, près de la mer, contre le fût du chêne vert, je m'étendais. Le chat, ses fables me contait. Voilà le commandement. Il y a un monde d'où le poète tire la source de ses récits, de ses écrits. Ce monde n'est pas tout à fait le nôtre, mais il n'est pas tout à fait autre. De temps en temps, le poète s'y retire pour un long voyage, entrecoupé d'escales, au pied du grand chêne vert, à l'ombre du pin parasol, dans les effluves bleus des glycines. Au chat lettré, il dérobe. Dérober, ça veut dire voler, to steal. Il dérobe, au chat lettré, il dérobe les histoires contées dans une langue qu'on connaît ou ne connaît pas. Puis il nous revient, les bras chargés de prodiges et de chimères, et nous conte à son tour ce qu'il a vu et entendu. Contrairement au chat lettré qui ne cherche à être compris que du poète, et encore, celui-ci veut être compris de tous. Sa langue doit être limpide. Depuis ces histoires, les fils courent jusqu'à notre monde à nous. L'étrange et le familier, le fantasme et le vécu ordinaire s'entremêlent dans un libre jeu qui nous fait lever les yeux du livre et voir notre réalité d'un œil neuf. Le poète doit faire avec ce dilemme insoluble. Je suis attirée par la fantaisie, déchaînée, onirique, absolument libre, irresponsable. Et de l'autre côté, je suis d'une façon attirée par le contraire, à savoir par une analyse froide, par une description cruelle de la réalité. Et pour moi, c'est toujours un problème extrêmement difficile de joindre ces deux choses
qu'on ne peut pas joindre, la fantaisie et la lucidité. Difficile, mais pas impossible. Et surtout, inévitable. Mon fils devait avoir 4 ans quand je lui lus ce conte. Hein. Donc là, elle utilise le passé simple. Quand je lui lus, c'est le passé simple du verbe lire. Quand je lui lus ce conte. Il avait écouté très concentré, comme frappé par le vent en pleine face. Est-ce là que naquit cette légère inquiétude qui parfois brouille son front, enténébrant son regard du vertige de la chute? Voilà, donc c'est le verbe naître. Lui dire de la poésie si rude à un âge si tendre, n'est-ce pas ma manière singulière de lui parler une langue rien qu'à nous, sans pour autant succomber au babil du russe de l'enfance? Le russe de Pouchkine ne contient aucun diminutif à rallonge. Sa langue est notre langue, ou presque. Son monde est notre monde, ou presque. Ni sa langue, ni son monde ne détournent durablement de ce monde-ci. Ni Pouchkine, ni aucun des écrivaines et écrivains que j'ai cités dans ce livre ne cherchent à détourner le lecteur de la multiple, insaisissable, mouvante vérité de la vie. Leur univers et l'univers ne cessent jamais de communiquer. La fantaisie et le réalisme, ces sœurs ennemies, existent ensemble. Dès lors que l'on pénètre dans le monde des diminutifs à rallonge, on entre dans un monde parallèle. Un monde où les choses ne répondent plus à leur nom commun. Dans ce monde, un chat est forcément un chaton. Un chaton, ça veut dire le bébé chat, un chaton. Donc dans ce monde, un chat est forcément un chaton. Un coup est toujours un petit coup. Les choses nommées perdent de leur définition, leur tranchant s'émousse, les angles s'épointent, les couleurs se font criardes. On dirait des pantins en papier mâché, avec leurs gestes saccadés, leur sourire peint au feutre. On lève les yeux du livre et on perd pied. Le monde retrouvé est méconnaissable. Les voûtes des passages souterrains s'effondrent, les vases ne communiquent pas, l'artère s'est bouchée et le cœur ne bat plus. Le cœur heart ne bat plus. Pourquoi parler cette langue aux enfants? Est-ce que le russe de Pouchkine, qui est trop aride pour ses petites oreilles et ses petites têtes, c'est Outchetchki et c'est Golovki. Donc, je pense les oreilles, Outchetchki. Ah, oui, il y a un terme qui doit être proche. Et Goulovki, donc ça veut dire les petites têtes. Non, ce n'est pas cela. Le russe de Pouchkine est limpide. Dans le prologue de Ruslan et Lyudmila, dont j'ai traduit le début et la fin, le vocabulaire est d'une simplicité qui frise l'élémentaire. Être, s'asseoir, marcher, chêne, chêne, or. Donc chêne écrit comme ça, c'est l'arbre, et les chênes comme ça peut être les chaînes les chaînes pour attacher quelque chose. Ça peut aussi être des chaînes de télévision, mais pas avec Pouchkine, mais plus pour le vocabulaire. Presque tous les mots peuvent être compris par un enfant de 4 ans. Mon fils me disait que les arbres lui rappelaient la datcha. Une datcha agréable, enchantée, mais aussi inquiétante. L'enfant fait sa première expérience de frottement entre le souvenir et le présent, entre l'étrange et le familier. Les mondes communiquent. Maintenant, prenez un livre empli de ces diminutifs à rallonge. Oui, par exemple, je sais que Anne, on va dire Anouchka. Donc, on va mettre un petit diminutif pour adoucir les choses. Donc, c'est ce qu'on appelle les diminutifs. Lisez-le à haute voix en vous efforçant de contenir la vive aversion qui vous monte à la gorge au claquement des tchik et des otchka.
et tout devient méconnaissable. La langue fourche, l'œil tourne, le rythme est comme le clone d'un modèle imposé. Vous avez envie de balancer le livre. Donc là, je m'arrête là. Bon, là, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'après, c'est intéressant de voir comment on perçoit ces diminutifs dans la langue. Je ne sais pas exactement si c'est perçu de la même manière. Là, c'est subjectif, c'est sa façon de percevoir les choses. Et avant, il y avait un petit passage que je voulais vous lire, toujours sur la langue russe. 3 langues cohabitent sous le chapiteau russe. La première est la langue normale, parlée et comprise de tous. La deuxième est le mat, cette langue carcérale. Donc carcérale, ça veut dire de la prison. Cette langue carcérale, jargon versatile prisé tant par les gens du pouvoir que par les écrivains post-modernes. Donc on a la langue normale, on a le mat, ok. Et puis il y a la langue que parlait cette mère et son fils, la langue de l'enfance. Oui, parce qu'elle explique qu'elle écoutait, je crois, dans le métro, une mère russe parler à son fils, bien sûr en russe. Donc pour elle, c'est encore une autre langue, la langue qu'on parle à ses enfants. Comment la décrire? Elle est saturée de diminutifs. Mais ces diminutifs flanqués de suffixes en otchka, tik, atka et d'autres encore comptent au moins une syllabe en plus. Les diminutifs sont donc des mots à rallonge. Crovat, crovatka. Crovat, le lit. Crovatka, petit lit. Dans la plupart des langues indo-européennes, l'addition d'un suffixe marque un surcroît. En russe, le suffixe diminue. Chitochka est une petite blague. Comme toutes les petites blagues, on ne sait jamais si elle est le fait d'un gamin polisson ou le coup perfide d'un adulte mesquin. On ne peut trancher si les eaux sur lesquelles on navigue sont accueillantes ou hostiles. L'incertitude radicale est l'un des éléments les plus singuliers, les plus troubles, les plus équivoques de la langue russe. C'est à cause d'elle que le russe résiste tant à la traduction. À la traduction, pas à la tradition, à la traduction. Comment rendre l'amplitude des sens possibles d'un même mot? Même pas d'un mot, mais d'un slovechko, un petit mot. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là. J'ai lu des extraits du livre que je trouve intéressant. Après, peut-être que pour ceux qui s'intéressent à la langue russe, vous pourrez me donner votre avis sur ce passage notamment. Puis on a appris des petits mots en russe, donc pas écrits avec l'alphabet cyrillique, mais au moins pour la prononciation, c'est plus facile. Donc on a eu le petite blague ici, et on a effectivement le petit mot. Donc moi j'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé très intéressant. Et puis c'est aussi sur quand on est issu de deux cultures, on sait jamais, on n'est jamais toujours au bon endroit. Et puis là j'ai emprunté un autre livre à la bibliothèque, Tenir sa langue. C'est aussi sur la langue. Donc de Paulina Panasenko. Ça m'a l'air très intéressant et c'est un livre qui a reçu des prix littéraires. Donc ce sera mon prochain livre. Oui, en ce moment, je suis en train de lire sur des bouquins autour de la littérature russe. Avant, c'était le Japon. Voilà, il y a des moments comme ça. Bon, eh bien, merci. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre retour de lecture. Au revoir. Salut.